Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs les présidents ou vice-présidents, car dans une soirée comme celle de ce soir, il y a toujours des présidents et des vice-présidents. Et en parlant de président et de vice-président, ça me donne l'occasion de vous parler de l'Association française de l'aéroglisseur. Et croyez-moi que ce soir, on va en parler. En effet, une association française de l'aéroglisseur vient d'être créée à Boulogne, Boulogne-le-Portel, pour promouvoir et faire connaître cet aéroglisseur, non seulement au-delà des frontières de la France, et non seulement en France, mais dans les territoires tout proches, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, etc. Car c'est un instrument qui est très méconnu. Et nous sommes là pour ça et nous avons réalisé avec leur collaboration et surtout avec leur budget, car c'est l'Association française de l'aéroglisseur qui réalise ce téléfilm que nous comptons présenter aussi bien sur les télévisions nationales qu'internationales que dans des réseaux de télévision tels que les CNDP, les centres nationaux de documentation pédagogique, dans les centres régionaux et dans nos stations régionales d'FR3, qui ont d'ailleurs manifesté le désir de nous programmer des parties de ce film et surtout de parler du Jean Bertin. Alors tout simplement, nous avons essayé de retracer un petit peu la vie de ce Jean Bertin, mais de vous donner l'impression du direct. C'est-à-dire que nous sommes venus avec nos caméras, nous sommes venus avec des moyens réduits de reportage, avec un matériel de reportage professionnel de télévision, et essayer de vous faire vivre d'une manière directe. Nous vivons déjà depuis quelques semaines ici, sur l'aéroport du Portel, à Boulogne-sur-Mer, et nous vivons la vie en direct du Jean Bertin. Alors avec nous, vous allez nous suivre. À vous, le Jean Bertin.
quelques images télévisées pour la présentation et puis le générique du film que nous réalisons sur le Jean Bertin. Monsieur Lee, je vous demande, je pense le plus simplement du monde, de vous présenter ce que vous représentez, non pas d'abord au sein de l'association, mais au sein de l'Overport ici et de l'aéroglisseur. Qui êtes-vous, monsieur Lee? Bon, je suis le directeur régional de l'ATA et en même temps chef de la base de Boulogne. C'est-à-dire que je viens directement derrière M. Gondard qui est le gérant. Et je suis ici depuis le 1er juin 81, donc c'est tout récent. Alors là, nous avons M. Coupé. Alors M. Coupé, je vous demande de vous présenter également. D'abord en tant que Overport de Boulogne-le Portel et ensuite en tant qu'association française de l'aéroglisseur. Monsieur Coupé, eh bien, je suis chef du personnel de la société ATA depuis fin 1976. Et par ailleurs, au plan de l'association, je suis vice-président, cofondateur de cette association. Nous avons à côté Monsieur Ledé. Alors Monsieur Ledé, en tant qu'Overport. Je suis le chef d'escale de l'Overport de Boulogne depuis le mois de mai 1979. Et ensuite, en tant qu'association française? Association française de l'aéroglisseur, je suis le président. C'est ça. À côté, nous avons Monsieur Turquet. Eh bien, moi, je suis un des capitaines du N500. Je suis également l'adjoint de Monsieur Leroux, du commandant Leroux, qui est chef opération. Et je suis ici depuis le début. J'ai suivi la construction du N500 et je fais partie des équipages depuis le début. Et vous faites partie de l'association également de l'aéroglisseur? l'aéroglisseur? Et je fais partie également de l'association des aéroglisseurs. Bon, alors tout ça, ça a l'air un peu, ça a l'air très solennel, ça a l'air très sérieux, voilà. Mais seulement, on a quand même des gens assez décontractés en face de nous. Alors nous allons parler, nous sommes venus là, puisque nous sommes dans le film du N500 et qu'on va regarder, on va voir la suite. L'avenir de l'aéroglisseur, en général, hein, dans le monde, on ne va pas parler du Jean Bertin tout de suite, mais l'avenir de l'aéroglisseur et des techniques françaises employées, à votre avis, vous, monsieur? Donc, je pense que la technique du Jean Bertin est la seule qui puisse donner une continuation aux aéroglisseurs, parce que d'abord par les performances du coussin et ensuite par la conception de l'appareil, par la conception de la coque, si vous voulez, qui en font un appareil moins cher que les appareils de construction britanniques. Mais malheureusement, dans les circonstances actuelles, ce ne sera pas une continuation française. Il faut espérer que le montage qui va être réalisé avec la création d'Overspeed permettra à cette société de pouvoir dégager suffisamment de capitaux pour un jour pouvoir construire d'autres appareils. Et à ce moment-là, je pense que c'est la solution française qui aura la chance d'être choisie si la transformation du Jean Bertin se montre aussi valable qu'elle le promet. Oui, mais par exemple... Oui. Moi, je voudrais ajouter que les Anglais sont arrivés au bout de leur technique. Au bout de leur technique en appareil un pont. Et, effectivement. Pour faire un appareil plus grand, s'ils veulent grandir leurs appareils, ils seront obligés de passer par des appareils de pont qui, à ce moment-là, reviendront à la technique française, et il pourra peut-être y avoir à l'avenir un mélange des deux techniques pour faire quelque chose de plus gros que ce qui se fait actuellement pour parcourir des distances plus importantes, par exemple. Par exemple? Par exemple la Corse, par exemple les traversées à l'embouchure du fleuve de Buenos Aires, le Rio de la Plata, par exemple. Le Rio de la Plata, ça a été envisagé entre Buenos Aires et Montevideo. Pourquoi pas les Grands Lacs américains? Je pense que effectivement le coussin tel qu'il est là, le Jean Bertin c'est une taille d'appareil, mais on peut l'agrandir en modifiant la taille du coussin et la puissance des moteurs. Je pense qu'on peut faire des appareils de toutes les tailles, si vous voulez. C'est un prototype, mais on peut l'améliorer, on peut lui donner d'autres dimensions. On n'est pas limité à un appareil qui ferait que la traversée de la Manche. Je pense que c'est une technique qui va évoluer, mais il faut quand même dire
il y a un point sombre quand même, c'est la consommation de combustible et le prix du combustible. On arrive là, il faut être aussi nuancé, je crois. Hein. Il faut être aussi nuancé dans la consommation du combustible parce qu'on a fait une petite étude, un petit calcul. J'ai un camarade qui a fait un petit calcul et qui s'est aperçu que le N500 ne consommait pas plus de 2,8 litres de kérosène aux passagers transportés aux 100 km. C'est-à-dire, finalement, pas plus que le TGV. Alors, il faut être nuancé dans ce qu'on dit, parce qu'effectivement, ça consomme beaucoup de kérosène. Et si l'appareil traverse à vide, ou presque à vide, ça coûte très cher. Mais finalement, au siège passager, au poids transporté, 2,8 litres, ma foi, c'est pas quelque chose d'incommensurable. Effectivement, votre argument est valable, mais je crois que quand même, l'avenir sera beaucoup plus serein pour les aéroglisseurs si on trouve un autre type de motorisation. Et si on vient au diesel, comme on l'a fait dans la marine, puisque pendant un certain temps, on est revenu à la chaudière et à la turbine, et on s'aperçoit que tous les grands bateaux, les pétroliers, les vraquiers, ont abandonné la solution de la turbine à vapeur pour revenir au diesel, qui est une solution beaucoup plus économique. Et on peut espérer, on a vu avant la guerre, je crois, des avions marcher avec des moteurs diesel. On peut penser qu'au point où on est la technique maintenant, on arrivera à faire une motorisation d'un aéroglisseur par moteur diesel. Et à ce moment-là, je crois qu'on redonnera une chance beaucoup plus grande à ce mode de transport. Oui, une question. Je me suis laissé dire que dans la décennie à venir, l'aéroglisseur prendrait une très grande place dans l'utilisation des transports rapides, par exemple le transmanche, puisque nous sommes au transmanche, et qu'actuellement, l'information, on le voit même au niveau de Boulogne, l'homme de la rue n'est pas toujours au courant de ce qu'est un aéroglisseur, ils connaissent un peu les hovercraft. Oui, alors il faut voir plusieurs choses là, hein. Il faut voir un petit peu ce qui était dit sur l'aéroglisseur, sur l'avenir de l'aéroglisseur. C'est vrai que c'était quelque chose comme ça à débuter. Il ne faut pas perdre de vue que les appareils britanniques ont commencé à traverser la Manche en exploitation commerciale en 1968. Et à l'époque, c'était quelque chose qui avait un grand avenir et qui faisait même peur aux exploitants des bateaux. C'est le transmanche, hein, qui est sur la transmanche. Maintenant, l'aéroglisseur, c'est un petit peu remis en question et on se demande un petit peu quel est l'avenir de l'aéroglisseur. On espère que l'avenir est encore... Il est au creux de la vague pour l'instant? Je pense que l'aéroglisseur pour l'instant est au creux de la vague. Pourquoi il est au creux de la vague? Parce que les appareils britanniques, ce que M. Turquet et M. Yves viennent de dire, c'est-à-dire que les aéroglisseurs britanniques ne progressent plus et ne peuvent plus progresser au point de vue technique. Ils sont arrivés au bout. Hein, ce sont des appareils qui ont maintenant 13-14 ans. Et qui ont été rallongés une fois, qui ont été modifiés déjà une fois, et je pense qu'ils sont au bout du rouleau. Maintenant, on parle de remotorisation pour ces appareils, ce qui va coûter énormément cher, et je pense que c'est pas une bonne solution. La solution maintenant, c'est d'envisager une nouvelle génération d'aéroglisseurs. Est-ce que la France et les bureaux d'études actuellement sont en train de plancher sur le sujet? Il y a une chose concrète à l'heure actuelle. On peut considérer, si vous voulez, que le Jean Bertin est un précurseur de la nouvelle génération d'aéroglisseurs. C'est un appareil, et je vais rejoindre à ce sujet votre deuxième remarque, c'est-à-dire que l'aéroglisseur est mal connu dans la région boulonnaise et surtout dans la France. L'aéroglisseur, le Jean Bertin, c'est un appareil qui a mauvaise presse et qui a eu très mauvaise presse. Pourquoi? Parce que c'est un appareil qui a été construit et qui a été mis en exploitation commerciale à l'état de prototype. Or, tout le monde sait que, par exemple, dans le milieu aéronautique, un appareil qui est construit, on se sert d'à peu près 1 ou 2 prototypes, et ensuite on fait des pré-séries, et ensuite après on commence à faire un appareil valable et fiable au point de vue exploitation pour concrétiser d'une manière normale l'appareil. Ici c'est un appareil qui est à un seul exemplaire, qui est remonté de l'atelier de Pauillac où il a été construit, et qui après une petite période d'adaptation du personnel et puis des petites modifications à Boulogne est rentré directement en exploitation commerciale. Et ce qui fait que c'est un appareil qui a eu beaucoup d'arrêts techniques, qui avait une fiabilité épouvantable, il faut le dire, et c'est un appareil qui a eu une très mauvaise presse de ce fait-là. Et je voudrais moi ajouter qu'il est arrivé en service 12 ans après les Anglais, qui étaient déjà eux au point, avec des petits appareils qui passaient au-delà de 2,50 m de creux par exemple, ou 3 mètres de creux. Donc les appareils anglais étaient au point, et nous sommes arrivés avec un prototype qui a eu tous les pépins que peuvent avoir un prototype, et nous faisions quand même du commercial.
Donc, mais ce qui est assez étonnant. Oui. Ce qui est assez étonnant pour un prototype, si vous voulez. Je voudrais ajouter une chose, c'est que c'est un côté de la personne humaine, on a vraiment la mémoire courte. Et si on se rappelle, enfin moi je suis arrivé sur les côtes de la Manche, je suis arrivé à Calais en 71, et j'habitais un petit patelin qui est à la sortie de Calais qui s'appelle Sangatte. Il m'est arrivé plusieurs fois, à ce moment-là, je ne m'occupais pas d'aéroglisseurs mais de bateaux, mais il m'est arrivé plusieurs fois de voir des passagers d'Overcraft arriver dans mon jardin parce que j'habitais au bord de la mer et qu'il arrivait fréquemment que les appareils britanniques se déchirent des jupes, viennent s'échouer sur les plages et même se causent des avaries. Et du côté anglais, on oublie beaucoup trop facilement que les débuts des aéroglisseurs britanniques n'ont pas été aussi évidents que leur exploitation maintenant. D'autre part, quand on dit que les aéroglisseurs ne sont pas connus du côté français, je voudrais dire que nous habitons un pays qui est un pays magnifique, mais qui est entouré de tous les côtés par la mer pratiquement, mais que le métier de marin et tout ce qui touche à la mer n'intéresse pas les Français. Et qu'on peut pas, on ne doit donc pas s'étonner que dans notre pays, l'aéroglisseur ne soit pas plus connu, puisque l'ensemble des Français connaissent la marine, et que l'aéroglisseur est un bateau. D'autre part, le problème du Jean-Bertin est aussi l'illustration évidente d'un livre que vous avez tous lu et que tout le monde connaît, qui s'appelle Le Mal français. En France, on a de bonnes idées, on sait faire des tas de choses, on sait faire des prototypes, mais quand il s'agit de commercialiser et d'approfondir le système, là c'est fini, on est incapable d'aller de l'avant et de faire des séries. Et je crois que le Jean-Bertin, c'est l'histoire de la France, quoi. Bien évidemment, hein, moi je ne suis pas monté contre ce fait, mais il faut constater qu'une chose, c'est que c'est un appareil qui a une mauvaise presse, c'est un appareil qui a la réputation de coûter très cher, et c'est vrai, c'est un appareil qui coûte très cher, seulement il faut considérer que, il faut revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un prototype, on fait des pièces spécialement pour cet appareil. Or, bien évidemment, quand on demande à une grosse entreprise comme Fiat ou Ratier, etc., de faire des pièces spécialement pour le Jean-Bertin, d'arrêter certaines chaînes pour faire des pièces, mais ce sont des pièces qui reviennent très chères, c'est certain. Oui, donc là, vous avez parfaitement raison, il faut savoir, pour le grand public, il faut savoir déjà que ce que vous payez valeur de 1 franc pour l'industrie publique à terre, si vous voulez, vous le payez déjà 2 francs pour la marine, et vous le payez au moins 5 francs pour l'aviation. Oui. Et ça, je crois que l'aéroglisseur, c'est un bateau, mais c'est un bateau avec une technique aviation, et c'est une technique qui est chère. Il a été conçu par des gens de mer ou par des gens de l'air? Alors là, je crois que je vais laisser la parole à M. Turquet, qui, lui, a assisté à la construction de l'appareil, qui est mieux placé pour répondre. Il a été construit par des gens il a été construit par des ingénieurs d'aéronautique, enfin par une société qui s'appelle la CEDAM, qui a été fondée par l'ingénieur Jean-Bertin, qui était une société d'études et de recherche sur les aéroglisseurs marins, qui ont donc fabriqué le N500. Ce sont des gens qui viennent de la technique aviation. Aéroglisseurs français à l'étranger, est-ce que l'étranger s'intéresse? Parce que on m'a dit qu'il y a des aéroglisseurs, il y en avait, enfin il doit toujours y en avoir en Iran, ils sont de fabrication anglaise, les Russes en ont énormément. Oui, les Russes en ont sur le plan militaire. Et même ce matin, je viens d'avoir un coup de fil me demandant des renseignements sur l'implantation d'un overport en Irak. Mais je pense que les Anglais étant bien implantés dans ces régions-là, et les Anglais ayant des modèles militaires et des modèles à présenter
à leurs futurs acheteurs, eh bien, c'est bien souvent eux qui enlèvent le marché, parce que nous n'avons pas, en dehors du N500, nous n'avons pas d'appareil de plus petits modèles, par exemple, à présenter. Je ne sais pas, mais en spécialiste, l'étranger n'achète pas sur plan. Et dans le fond, on n'a que des plans à leur présenter, peut-être. Absolument. À part le prototype du N500. Oui, mais le N500, si vous voulez, c'est une taille d'aéroglisseur qui est déjà assez importante. Et bien souvent, les acheteurs préféreraient voir des appareils d'un moyen tonnage, en particulier pour les militaires. Ça leur permet des débarquements plus aisés, peut-être, je ne sais pas. Et ils préféraient voir des appareils d'une taille inférieure. Or, la CEDAM n'a rien à proposer que sur des plans. Il y a bien deux anciens appareils, le N300, mais le N300, ils ont fait leur temps et ils sont un peu yax ou en gare, et je crois que pour les remettre en service, ça demanderait, ça coûterait aussi beaucoup d'argent. Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Eh bien voilà, nous venons de quitter les bureaux de la direction et nous sommes devant le Jean Bertin qui est en révision. Comme vous le voyez, il est en train de se refaire une santé et une beauté et subir les modifications nécessaires pour ses prochains voyages. Voilà. Vous avez remarqué notre cher Jean Bertin, il n'y a pas d'hélice. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on les a déposés, comme on dit en termes de métier. Alors voilà, vous voyez là les moteurs sans hélice. Je profite de vous rappeler que ce sont les plus grandes hélices d'aviation du monde. Alors il y en a 3. Et ces 3 hélices sont en train... Là, ce sont 3 nouvelles hélices prêtes à être montées ici. On vous montre les jupes de caoutchouc. Et ces jupes de caoutchouc également vont être complètement refaites, revues et corrigées. À côté de ces 3 hélices, vous allez remarquer, il y a un rotor de sustentation. Sur l'appareil, il y en a 2. Et nous aurons l'occasion de vous le montrer un petit peu plus techniquement tout à l'heure. Cela, c'est le portique qui, lui, voyage au-dessus de l'appareil pour que tous les techniciens puissent travailler à l'aise à bord de ce Jean Bertin. Maintenant, ce que moi je vous propose, c'est de se rendre dans Boulogne et poser la question à quelques personnes. Nous allons partir depuis l'overport du Portel à Boulogne-sur-Mer et nous allons rejoindre Boulogne en voiture et poser la question à quelques personnes en disant voilà le mot Jean Bertin, qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors si vous voulez bien, eh bien vous allez me suivre dans Boulogne. Et on veut le sauver. Ah ben, tant que possible. Hein. Tant que possible. Hein. C'est vrai, on a de belles réalisations en France. On a eu le France, mais on n'en a plus. Ben oui. Ça, il faut voir. Hein. Oui. Faudrait pas que les Anglais le prennent, peut-être. Ben, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Je ne pense pas. Ben non. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être un deuxième aéroglisseur. Et vous savez que, justement, M. Couffet, qui habite ici en face, a créé une association avec les pilotes, avec les hôtesses, avec tout le personnel de l'Overport. Une association de l'aéroglisseur. C'est très bien. Et les gens, comme ça, pourront participer. Je pense on peut être membre à partir de 50 francs, etc. Vous trouvez que c'est une bonne chose? Ben oui. Oui. Vous seriez disposé un jour à en faire partie? Oui. Eh bien, c'est bien. Oui. On viendra vous voir un de ces jours. D'accord. Merci. J'habite à côté, moi. C'est parfait. Bonjour. Je peux te poser une question? Oui. Oui, tu habites Boulogne? Oui. Vous habitez Boulogne? Oui. Oui. Si je vous dis Jean Bertin, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Le nom Jean Bertin? Bertin, c'est vélo, je crois, les anciens vélos. Non. Non. Ah oui, il y avait des vélos, effectivement, qui s'appelaient Bertin, mais c'est pas ça. Si je vous parle de l'aéroglisseur français, vous le connaissez? Ah ouais? Oui. Bon, non, plus grand du monde, je sais pas. Oui, effectivement, c'est un Boeing 747 dans lequel on met en plus des voitures et on met des autocars et des camions. Eh bien, vous n'avez jamais été le voir, vous habitez Boulogne? Ouais. Et toi, tu habites Boulogne? Tu es né à Boulogne? Oui, oui. Tu n'as jamais été le voir? Non. Et pourquoi?
Ça ne t'intéresse pas? Moi, je sais pas, j'ai jamais entendu parler. T'en as jamais entendu parler? Et tes parents chez eux, ils en parlent? Voilà. Jamais. Vous seriez disposé un jour, toute une classe, de monter à bord? Bah, ouais, ça serait Bah ouais. intéressant. Vous aimeriez ça? Bah oui. Mais il faudra en parler. À quelle école êtes-vous? Angelier. Angelier. Eh bien, on viendra vous voir. Hein? Et on essaiera de convenir, parce qu'actuellement, il est en révision, mais quand il marchera, peut-être qu'on organisera une sortie pour mieux faire connaître. Alors, il faut en parler autour de vous. D'accord. Hein? D'accord? On n'a pas d'autocollant pour l'instant, mais on vous en donnera. Hein? Ouais. Alors, le Jean Bertin, c'est l'aéroglisseur français. Ne pas confondre avec les overcraft anglais. Hein? C'est pas la même chose. Ouais, Jean Bertin. Jean Bertin. Eh bien, me revoici pour vous présenter un engin diamétralement opposé au N500 au Jean Bertin. Et c'est un turbotrain tout simplement, mais pas tout simplement, car c'est l'élément principal pour vous relier de Paris à Boulogne, au Portel directement, Paris, Amiens, le Portel direct. De n'importe quel point de France, vous pouvez rejoindre Paris d'une manière très rapide avec le train Corail, avec le TGV maintenant bien sûr, mais alors depuis là, turbotrain, directement le Portel, et puis vous allez voir, nous allons vivre quelque chose ensemble. Effectivement, nous sommes venus attendre sur le quai de la gare ce turbotrain que vous êtes en train de voir, et d'où descendent des voyageurs qui vont s'acheminer vers l'Angleterre. Voilà. Alors on va les regarder d'une manière très indiscrète. Voilà. Une jolie demoiselle qui vient de passer. Une valise. Beaucoup de bagages, et non seulement beaucoup de bagages, mais une grande facilité. Car lorsque vous arrivez au Portel, vous n'êtes pas à Boulogne, vous êtes près de Boulogne, mais c'est une ville, le Portel. Vous n'aurez que quelques mètres à franchir pour pouvoir rejoindre l'Overcraft, l'aéroglisseur, et pouvoir rejoindre l'Angleterre. Regardez. Une liaison rapide, comme je vous l'ai dit, en 2 heures et quelques minutes, avec un seul arrêt entre Paris et puis l'Overport. De charmantes hôtesses vous attendent, bien sûr. On les a choisies, vous le pensez bien. La SNCF a prévu de petits chariots très mobiles et très agréables depuis quelques jours, dont vous venez de voir un exemplaire. Vous trouvez dans le hall de cet Overport banque, tabac, presse, souvenirs, etc., location de voitures. Et nous allons, là, vous voyez, nous acheminer lentement vers le départ. Et, ben oui, il le faut, passeport, contrôle de douane. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous emportez de plus précieux avec vous? Vos bagages, à part votre carnet de chèques. Et regardez bien cette valise, regardez-la bien. Eh bien, vous la retrouvez de l'autre côté. Et alors, un personnel vraiment qui est très chouette et très spécialisé s'occupe de ce que vous avez de plus précieux, à mon avis. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons bien regarder?
Et bien voilà, sur de jolies fleurs et dans l'ambiance, nous vous mettons vraiment dans l'ambiance sous douane. L'ambiance sous douane vous permet, madame, mademoiselle, monsieur, d'acheter hors taxe énormément de produits. Cigares, cigarettes, champagne, du vin, etc. Même de jolis cadeaux, même de la soirée. Nous avons même un bar dont le barman, et c'est une confidence que je vous fais, s'appelle Daniel. En toute quiétude, vous pouvez patienter et attendre l'arrivée du craft, puisque vous venez de satisfaire aux formalités de passage de douane. Et là, une petite précision maintenant sur ce qui se passe à l'écran. Nous avons deux portes et nous avons deux cartes d'embarquement. Une carte pour la porte P et une carte pour l'autre porte, ce qui est la porte S, forcément, automatiquement. Pourquoi ? Simplement pour répartir la charge à gauche ou à droite, à bâbord ou à tribord, selon que vous estimez que l'aéroglisseur est un bateau ou est un avion. Bon, enfin, rien n'est défini sur ce point, alors regardons les images. Dans quelques instants, le Jean Bertin va mettre ses turbines en marche, ses trois moteurs, toute sa puissance, et va refermer, oui, je le dis, sa grande gueule.